Bonsoir à tous, bienvenue à à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Ce soir, nous allons parler de l'hépatite. Donc là, j'attends juste que notre invité se connecte pour en fait lancer une petite introduction avant de la présenter. Je crois qu'elle n'est pas encore connectée là. Donc nous sommes, je pense, à notre 8e édition du Mardi Médical. Nous allons parler ce soir de l'inflammation du foie connue sous le thème d'hépatite. J'espère que vous m'entendez parce que là, je n'ai pas de retour, je ne suis pas sûr d'être entendu. Mais nous allons parler de la pathologie inflammatoire qui intéresse le foie. Le foie, c'est cet organe qui est contenu dans ce qu'on appelle l'abdomen. L'abdomen, c'est entre guillemets le ventre. Et lorsque cet organe est inflammé, il provoque beaucoup de troubles parce que le foie, en fait partie de ce qu'on appelle les organes nobles. Les organes nobles, c'est ceux qui interviennent dans les fonctions vitales. Le foie est impliqué dans plus de 12 fonctions de l'organisme. Je ne vais pas me mettre à les citer parce que ce sera l'œuvre de notre invité. Donc là, on l'attend juste dès qu'elle va entrer, on va commencer la présentation. Donc n'hésitez pas à partager le lien. N'hésitez pas à partager le lien pour que vos proches se connectent et puissent également être édifiés. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Donc on patiente quelques instants, le temps que notre invité puisse se connecter, on va lancer. Comme je disais tantôt, n'hésitez pas s'il vous plaît à partager le lien pour en faire profiter vos proches. Et les questions, c'est à la fin. On va faire une présentation. Elle va faire une présentation d'une trentaine de minutes comme d'habitude. Pour les nouveaux, je vous informe déjà. Elle va faire une présentation d'une trentaine de minutes. Après sa présentation, je vais faire un résumé de ce qu'elle a dit pour les éventuels retardataires. Et ensuite, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Les questions-réponses peuvent se faire soit par écrit. Les questions-réponses peuvent se faire soit par écrit. Vous pouvez poser les questions par écrit, alors vous pouvez demander à John de live, on va vous arrêter. On va vous ajouter en live, vous allez poser vos questions. Voilà notre invité en train de se connecter. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent au Mardi Médical. C'est vrai qu'on a eu quelques soucis de connexion, mais je pense qu'on est dans les temps là. Je suis en train de dire que tu vas nous faire une présentation. Bon, déjà, je te présente encore. C'est le docteur Loïc Roxane Kodo, qui est médecin généraliste en service à Yaoundé, qui pourrait tout aussi bien être en service ailleurs, mais pour l'instant, elle est à Yaoundé. Donc, elle va nous parler ce soir de l'hépatite. Elle va vous dire ce que c'est depuis l'épidémiologie jusqu'à la prise en charge, le pronostic et tout. Donc, je suis en train de dire qu'elle va faire une présentation de 30 minutes. Après sa présentation de 30 minutes, je vais vous faire un résumé qui sera assez succinct. Et ensuite, nous allons passer à la phase de questions-réponses. Vous pouvez poser des questions soit en mentionnant en commentaire ou alors vous demandez à rejoindre le live. Il n'y a pas de souci, on va vous ajouter, vous allez poser votre question. Et à on va essayer à la mesure de nos moyens de répondre tant bien que mal à vos préoccupations. Donc, s'il y a des professionnels de santé dans le live qui souhaitent également apporter leur contribution, vous pouvez également soit les mentionner en commentaire, soit demander à rejoindre le live comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais me muter. Le docteur va se présenter une fois de plus et nous allons lancer la présentation. Merci. Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Yves, est-ce que tu me reçois? Si oui, je peux avoir un signe. Rebonsoir à tout le monde et déjà désolé pour la luminosité. J'ai dû me rendre en périphérie depuis hier pour porter secours, ce qui explique que l'absence de courant électrique. Je suis le docteur Loïc Roxane Kodo, médecin généraliste. J'ai travaillé sur les hépatites et je me sens très à l'aise sur ce sujet d'ailleurs. Il m'a été demandé de vous parler des hépatites. Alors, j'espère que tout le monde est là. Vous avez vos stylos et vos cahiers. C'est quoi en réalité l'hépatite? Qu'est-ce qu'on entend par hépatite? L'hépatite, le terme hépatite désigne toute inflammation du foie. Alors, selon les causes, on aura plusieurs types d'hépatites, parmi lesquelles les hépatites infectieuses qui sont le plus souvent d'origine virale, avec des virus alphabétiques A, B, C, D, E. Les hépatites également être d'origine non virale, c'est-à-dire les hépatites toxiques
causée par les médicaments, car rappelons que la plupart des médicaments sont métabolisés au niveau du foie et donc ils peuvent endommager ou altérer le foie en cas de surdosage. Les hépatites infectieuses étant les plus répandues, notre sujet s'attardera beaucoup plus dessus. L'hépatite B et l'hépatite C sont les plus fréquentes. Le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C sont extrêmement répandus en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2019, environ 290 millions de personnes sont porteurs d'une hépatite chronique B. Et en 2022, environ 58 millions de personnes sont porteurs d'une hépatite chronique C. L'Afrique subsaharienne et le Cameroun y compris sont reconnus comme zone de haute endémicité pour l'hépatite virale B avec une fréquence supérieure à 10% et comme zone de moyenne endémicité pour l'hépatite virale C avec une fréquence entre 1,5 et 3,5%. Ces deux affections constituent donc un problème majeur de santé publique, raison pour laquelle nous nous y attarderons. Alors, c'est quoi l'hépatite B si on vous demandait? C'est quoi l'hépatite C? Comment est-ce que ça se transmet? Quand est-ce qu'on dit qu'une hépatite est aiguë ou alors une hépatite est chronique? Comment est-ce qu'on peut prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a l'hépatite? Lorsqu'on entend hépatite B, ça renvoie simplement à une inflammation du foie qui a été causée par le virus de l'hépatite B. Et lorsqu'on entendra hépatite C, ça voudra dire simplement une inflammation du foie causée par le virus de l'hépatite C. Concernant la transmission, la contagiosité, c'est-à-dire le caractère contagieux d'une maladie, la contagiosité du virus de l'hépatite B est due à sa présence dans la plupart des liquides biologiques, à savoir le sang, le sperme, les sécrétions vaginales, la sueur, la salive et à un titre plus spécifique dans le lait maternel et les urines. Le virus de l'hépatite B se transmet selon deux façons. Il y a ce qu'on appelle la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère au nouveau-né, qui va se faire essentiellement au moment de la naissance. C'est d'ailleurs le moyen de transmission le plus répandu dans les zones de haute endémicité. Le virus de l'hépatite B se transmet beaucoup plus de la mère à l'enfant. C'est une des raisons pour lesquelles le dépistage systématique de l'hépatite B chez la femme enceinte est obligatoire, parce que si on a une femme qui a une hépatite B et on se rend compte en grossesse, on va mettre en jeu des processus pour éviter que le nouveau-né contracte lui aussi l'infection. Oui, c'est possible. Le deuxième mode de transmission sera ce qu'on appelle la transmission horizontale. Qui veut dire quoi? Quand on est horizontal, ça veut dire à côté, à côté, à côté. La transmission horizontale va donc se faire par contact direct d'un sujet sain avec les sécrétions biologiques contaminées. Nous avons dit tout à l'heure que les sécrétions qui transmettent l'hépatite B, c'est le sang, c'est le sperme, c'est les sécrétions vaginales, c'est la sueur, c'est la salive. À un titre moins spécifique, c'est le lait maternel et les urines. La transmission du virus de l'hépatite B de façon horizontale va donc se faire selon des comportements à risque. Entendons par là le multipartenariat sexuel. Le multipartenariat sexuel, les rapports sexuels non protégés, l'utilisation commune de matériel piquant, coupant, les transfusions sanguines en absence de dépistage,
le partage de couverts. On aura également les drogues, ceux qui se droguent en intraveineuse, mais aussi le risque professionnel chez les personnels de santé. Le virus de l'hépatite C, quant à lui, il est transmis par le sang et de la mère à l'enfant plus rarement. Il ne se transmet pas par le lait maternel, par une étreinte ou par une embrassade. Les hépatites virales s'accompagnent très souvent de co-infections, c'est-à-dire d'autres infections qui viennent s'y greffer. Les principales co-infections avec l'hépatite B et C, c'est le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, et l'hépatite D, encore appelée l'hépatite delta. Le virus de l'hépatite delta est un virus délétère, c'est-à-dire un virus qui ne peut attraper que des personnes qui ont déjà l'hépatite virale B. Le virus de l'immunodéficience humaine partage quant à lui les mêmes modes de transmission que le virus de l'hépatite B. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous recevez un patient qui est séropositif au virus de l'immunodéficience humaine, il faut absolument rechercher les hépatites. Quand est-ce qu'on parlera donc d'hépatite aiguë et d'hépatite chronique? On parle d'hépatite aiguë lorsque l'infection ou l'infection dure moins de 6 mois après la contamination virale. On parlera dans ce cas d'hépatite aiguë. Et d'hépatite chronique lorsque l'infection dure plus de 6 mois après la contamination virale. Seulement, plusieurs probabilités s'offrent à nous lorsqu'on contracte le germe de l'hépatite virale B ou de l'hépatite virale C. Lorsqu'on contracte le virus de l'hépatite virale B, on va faire une hépatite aiguë. L'hépatite aiguë va guérir spontanément dans 90 à 95% des cas. Dans 5 à 10% des cas, elle deviendra une infection chronique qui peut se transformer en cirrhose, puis en cancer, ou alors le portage peut rester inactif. Cependant, lorsqu'on contracte le virus de l'hépatite C, on aura une résolution spontanée dans 15 à 30% des cas, ou alors l'infection peut devenir chronique dans 70 à 85% des cas, puis évoluer vers la cirrhose et vers un cancer du foie. Comment prévenir l'hépatite virale B et l'hépatite virale C? Actuellement, il existe un vaccin capable de prévenir l'hépatite virale B fiable à 90 à 95% des cas. Ce vaccin est donc disponible sous forme monovalente pour la vaccination à la naissance des nouveau-nés et celle des adultes à risque. Au Cameroun, ce vaccin est également disponible en association avec d'autres dans le cadre du programme élargi de vaccination pour la vaccination des nourrissons. Rappelons que lorsqu'on fait une hépatite, qu'elle soit infectieuse ou qu'elle soit toxique, les signes cliniques ne permettent pas de différencier les hépatites infectieuses des hépatites toxiques. Alors, le diagnostic d'hépatite virale B, d'hépatite virale C, se pose avec certitude sur la biologie, sur les examens de laboratoire si on veut. Il faut noter que 70% des personnes avec une hépatite sont asymptomatiques, c'est-à-dire elles ne présentent aucun symptôme.
Ces personnes-là n'auront absolument aucun problème. Elles seront comme vous et moi. Les 20% restants vont présenter des symptômes tels que la perte d'appétit, ils seront fatigués, ils auront des nausées, ils auront un ictère, la coloration jaune, ce qu'on appelle vulgairement au quartier la jaunisse. Donc, les hépatites sont le plus souvent asymptomatiques et elles sont découvertes de façon hasardeuse. Par exemple, vous allez pour un bilan de santé et puis on découvre que vous avez une hépatite B ou une hépatite C. Vous êtes enceinte et lors du dépistage systématique, on découvre que vous avez une hépatite B ou une hépatite C. Encore, lorsque vous donnez le sang à la banque de sang, par exemple, pour ceux qui ont déjà donné, quand vous allez à la banque de sang, on vous fait des examens systématiques parmi lesquels le dépistage de l'hépatite. Je disais donc que le diagnostic d'hépatite est purement biologique. Pour l'hépatite virale B, on va rechercher l'antigène de surface du virus. On va rechercher les antigènes dans le sang et l'ADN du virus de l'hépatite B. Par contre, pour l'hépatite C, on va rechercher l'anticorps et l'ARN du virus dans le sang. Comment est-ce qu'on traite une hépatite? Comment est-ce qu'on traite une hépatite? Le traitement des hépatites virales B, lorsqu'elles sont aiguës, les hépatites virales B, lorsqu'elles sont aiguës, ne nécessitent aucun traitement. Mais après le passage à la chronicité, on tient, c'est-à-dire après les 6 mois, on tient compte de plusieurs paramètres. Les paramètres cliniques, les paramètres biologiques et les paramètres pronostiques. Il s'agira donc essentiellement de la charge virale. Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'hépatite virale B, on va rechercher l'antigène de surface et on va faire l'ADN du virus de l'hépatite B. Il s'agira donc de la charge virale, du niveau d'activité des aminotransférases et de la sévérité de l'atteinte hépatique. En fonction des valeurs, en fonction de l'existence de comorbidité, on mettra le malade sous traitement. Le traitement des hépatites chroniques B repose actuellement sur l'utilisation des antiviraux directs, les analogues nucléotidiques, qui vont permettre de ralentir ou de réduire la progression de la maladie vers une cirrhose, qui vont réduire l'incidence du cancer du foie et qui vont améliorer la survie grâce à une suppression virale. C'est-à-dire que les antiviraux directs dans les analogues nucléotidiques vont diminuer la charge virale. Par contre, les antiviraux directs sont en mesure de guérir la plupart des personnes présentant une infection au virus de l'hépatite C et le traitement est de courte durée. Habituellement, il est de 12 à 24 mois, à 24 semaines, pardon. Yves, je pense que tu peux reprendre la parole. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation qui était assez compréhensible pour les profanes qui nous regardent éventuellement. Donc, je vais essayer de faire un résumé de ce que le docteur Okodo a dit. L'hépatite, les hépatites, en fait, c'est un très grand thème. Dit qu'on va parler des hépatites, c'est assez complexe parce que nous, dans nos hôpitaux, lorsqu'on décide de faire un topo comme celui-là, on sait qu'on est en face des professionnels de santé, on va beaucoup plus loin, mais en face des profanes, ce n'est pas très évident. Donc,
sa présentation sera beaucoup plus marquée par vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Donc, elle a introduit son propos en définissant l'hépatite, que j'avais d'ailleurs défini sur le topo introductif à notre thème. L'hépatite, en fait, c'est l'inflammation du foie. Elle a parlé des types d'hépatite qui sont en fonction des causes. En premier lieu, elle a soulevé les causes infectieuses et en second lieu, des causes non infectieuses. Alors, s'agissant des causes infectieuses, c'est beaucoup plus les virus, appelés virus alphabétiques parce qu'ils sont nommés A, B, C, D, E. Et les causes non virales, en fait, c'est des causes toxiques qui peuvent être liées soit aux médicaments, soit à l'alcool, soit à d'autres produits. Donc, les hépatites B et C sont très répandues en Afrique subsaharienne et elles constituent d'ailleurs un problème majeur de santé publique. En 2022, l'Organisation mondiale de la santé a rapporté 5 millions de personnes portant l'hépatite C. Elle a également donné un chiffre pour l'hépatite B. Peut-être qu'elle va nous le rappeler tout à l'heure, je l'ai déjà oublié de le mentionner. La transmission de l'hépatite B notamment se fait. Le virus de l'hépatite B est contenu dans les liquides de l'organisme. Les liquides de l'organisme, c'est le sang, le sperme, la salive. Le sang, le sperme, la salive, et ça peut également être dans les urines et ça peut également se trouver dans le lait maternel. Donc la transmission sera faite selon un mode vertical ou alors horizontal. On entend par transmission verticale la transmission qui se fait de la mère à l'enfant. Elle est la plus fréquente d'ailleurs. Il y a un intérêt d'un dépistage automatique chez la femme enceinte. Donc toute femme enceinte devrait se faire dépister pour savoir si elle a l'hépatite B parce qu'il y a une forte fréquence de la transmission de la mère à l'enfant. On a également une transmission qui est dite horizontale, qui se fait par contact direct entre un sujet sain et un sujet contaminé. Horizontale parce que c'est le contact entre les couches. Les facteurs de risque sont donc le multipartenariat sexuel, l'usage des drogues en intraveineux, la transfusion sanguine dans les endroits qui sont non contrôlés. Parce qu'avant de vous faire une transfusion sanguine, on devrait checker votre sang pour savoir si vous êtes infecté et d'autres situations éventuelles. La transmission de l'hépatite C, quant à elle, la transmission de l'hépatite C s'accompagne généralement de la transmission d'autres infections, notamment du virus de l'immunodéficience humaine et du virus de l'hépatite D. C'est-à-dire que toute personne qui a été dépistée positive au VIH-Sida devrait également faire un examen pour savoir si elle a l'hépatite C. Et si elle a l'hépatite C, on devrait également rechercher l'hépatite D juste pour être fixé sur la chose. Donc, il y a, selon la période d'évolution, on distingue deux types d'hépatite, l'hépatite aiguë et l'hépatite chronique. Le terme aigu et le terme chronique sont en fonction du délai d'installation. Lorsque vous avez une infection datant de moins de 6 mois, on est dans le contexte de l'hépatite aiguë. Et lorsque vous avez une infection datant de plus de 6 mois, on est dans le contexte de l'hépatite chronique. Dans 90 à 95% des cas, on guérit spontanément, c'est-à-dire sans traitement de l'infection à l'hépatite B. Et dans 15% des cas seulement, on a une résolution spontanée de l'infection à l'hépatite C. Si on évolue vers la chronicité, alors on s'expose vers ce qu'on appelle la cirrhose. La cirrhose, c'est une maladie chronique du foie. En médecine, on dit qu'elle est caractérisée par une fibrose. La fibrose, c'est en fait le durcissement du foie. C'est-à-dire qu'il y a une destruction. Lorsqu'il y a destruction, normalement, il y a un remaniement parce que la nature aurait du vie. Sauf que ce remaniement-là ne se fait pas en faveur des cellules normales du foie, mais se fait en faveur de ce qu'on appelle la fibrose. Donc, vous avez un foie qui est fibrosé et qui n'assure donc les fonctions normales. Donc, l'évolution vers la chronicité peut aboutir vers la cirrhose et après vers ce qu'on appelle le cancer du foie. Que faut-il faire pour prévenir les hépatites? Alors, le vaccin de l'hépatite, il existe un vaccin qui est dirigé contre le virus de l'hépatite B, qui protège dans 90 à 95% des cas et qui est disponible gratuitement pour les enfants, car il est contenu dans ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination. Dès la naissance, pour les femmes qui ont déjà accouché, vous allez remarquer qu'on fait 2 vaccins à votre enfant. Le vaccin contre l'hépatite B et le vaccin contre la polio. Ensuite, on vous dresse un carnet de vaccination. On vous dit revenez dans 6 mois, revenez dans 6 semaines, revenez dans 10 semaines et tout, pour vous administrer ces vaccins-là. Donc, on va faire en fait des rappels de doses du virus du vaccin dirigé contre l'hépatite B. Le diagnostic se fera, vous aurez des symptômes que vous allez vous présenter, mais il faudra vous rendre vers un médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 80% des cas, vous serez asymptomatique si vous êtes contaminé. Mais pour les personnes qui présenteront des symptômes, ce sera beaucoup plus une fatigue, une perte d'appétit et un ictère. L'ictère, c'est la jaunisse. Vous avez entendu parler de ça. C'est-à-dire, vous avez le blanc des yeux là qui devient un peu jaune. Et pour les personnes un peu claires de teint, vous allez remarquer qu'également la peau devient un peu jaune. Vous pouvez également noter les urines qui seront un peu plus foncées. Et lorsque vous allez faire vos selles n'auront pas la couleur normale, elles seront un peu décolorées.
Donc, pour confirmer le diagnostic, vous allez vous rendre bien évidemment à l'hôpital, comme je l'ai soulevé, et on va vous faire des examens de laboratoire spécifiques. Parce qu'en fait, si vous présentez les symptômes de l'hépatite, on ne peut pas d'emblée dire que vous avez une hépatite chronique, alcoolique ou hépatite B ou hépatite C sans avoir fait des examens spécifiques. Les signes ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire votre père d'appétit ne renvoie pas forcément vers tel type d'hépatite. Ce que je voulais également dire par rapport à la prévention, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'hépatite alcoolique, c'est-à-dire les personnes qui consomment fortement l'alcool. Il y a ce qu'on appelle en médecine l'index éthylique. Je vais essayer de mettre la formule de l'index éthylique en commentaire et les valeurs à risque pour que les personnes qui sont dans une forte consommation d'alcool essayent de modérer, voire arrêter. Donc, le traitement de l'hépatite se fait selon différents modes. En fait, il est fonction de ce qu'on est en aigu ou en chronique. Si on est en aigu, alors il y a une abstention thérapeutique. On n'a pas besoin de traiter le patient, on observe. S'il évolue vers la chronicité, là, on va engager un traitement. La prise en charge donc, de l'hépatite chronique se fera selon plusieurs critères. Les critères qui seront évalués par votre médecin traitant, idéalement un hépatogastro-entérologue. Les critères seront dans la charge virale. On va vous demander de faire un examen qui s'appelle le dosage de la charge virale. Et en plus de ça, on va vous doser ce qu'on appelle les transaminases. En fait, les transaminases, c'est des enzymes qui sont contenues, entre guillemets, dans les cellules du foie. Et lorsque vos cellules du foie se mettent à exploser, pap, et tout, elles seront déchargées dans le sang. Alors, il y a des valeurs qui indiquent qu'il y a lieu de faire un traitement. Donc, on va doser la charge virale, on va doser les transaminases et éventuellement, on va prendre en charge une comorbidité. Par exemple, un patient qui a déjà une insuffisance hépatique, on ne va pas lui donner des médicaments comme un patient qui est normal ou un patient qui a le diabète et tout. Donc, votre médecin va vous prendre en gros et évaluer tout cela. Le traitement est de courte durée. Je pense que s'il y a des questions par rapport à tout ceci, on va essayer de répondre. Donc je vais essayer de lire les questions au fur et à mesure et on va essayer de répondre au fur et à mesure. Je pense que la première question... D'accord. La première question nous vient de Frem Bellinga qui dit le fait que les personnes atteintes soient asymptomatiques est plus qu'édifiant. De quoi se faire dépister Ah d'accord, là c'est juste un conseil. Merci Ephraim. La première question nous vient donc de Franck Alain Sando qui demande qu'en est-il de l'hépatite A. Il existe pour accompagner les autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'hépatite A en fait? Déjà, merci pour la question, Alain Sando. L'hépatite A existe bel et bien. L'hépatite A est moins répandue que l'hépatite B et l'hépatite C. Elle n'existe pas pour accompagner les autres. L'hépatite A est une affection individuelle. C'est une inflammation du foie qui va être causée par le virus de l'hépatite A, Alors, la contraction de l'hépatite A va se faire essentiellement par les aliments. Les aliments crus, les aliments mal lavés, les aliments souillés. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Arnaud Jules Domba. Ah, d'accord, là, c'est une proposition. On va voir comment gérer cela après. Le mode de contraction est-il important pour le mode de traitement? Question de fond à l'instant. Le mode de contraction de l'hépatite A est-il important pour le mode de traitement? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, donc je ne sais pas si toi tu comprends le sens. Moi non plus. Je ne saisis pas bien la question. Le mode de contraction est-il important? Comment est-ce qu'on attrape la maladie? C'est par les aliments. Bon, je pense que... Donc, le mode de contraction a déjà été détaillé par le docteur. Je pense qu'au niveau des méthodes de prévention, nous avons oublié de parler de l'usage des préservatifs, c'est-à-dire toutes les méthodes qui sont de nature à limiter les infections sexuellement transmissibles en groupe, limitent également la transmission de l'hépatite parce que voilà, elles font intégralement partie des infections sexuellement transmissibles. Alors ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions. Je ne sais pas si c'est parce que la présentation a été très bonne. Antoine Boyogino qui nous pose la question de savoir bonsoir à vous, et courage. Bon, là, c'est juste des encouragements. Franck Sando qui revient également pour dire je voulais savoir si
une hépatite toxique se soigne de la même façon qu'une hépatite infectieuse. Ah, d'accord. Maintenant, je comprends mieux la question. L'hépatite toxique, on l'a bien dit, c'est une hépatite qui ne sera pas causée par des agents viraux, mais elle sera causée par l'alcool et les médicaments. L'alcool et les médicaments sont majoritairement métabolisés au niveau du foie. Alors que les hépatites infectieuses, quant à elles, elles sont d'origine virale la plupart du temps, comme je disais. La prise en charge ne sera pas du tout pareille parce que dans une hépatite toxique, on n'a pas de germes. Je sais pas, Alain Sandro, je ne sais pas si vous comprenez. Dans une hépatite toxique, on n'aura pas de germes. Les médicaments dans les hépatites infectieuses, ce sera essentiellement pour inhiber la réplication des virus présents dans l'organisme. Les hépatites toxiques, le traitement va reposer essentiellement sur les mesures hygiéno-diététiques, à savoir l'arrêt de l'alcool, c'est très important. Arrêter également la prise anarchique de médicaments, parce que le paracétamol, par exemple, pris de façon excessive, entraîne des hépatites toxiques. Les mesures hygiéno-diététiques sont nombreuses. Alain Sandro, je pourrais vous envoyer une fiche en inbox si vous le souhaitez, bien évidemment. Merci, docteur, pour cette grande réponse. On ressent pas mal d'encouragement, merci. La question suivante nous vient de Kofi Ebodé. Est-ce que les moyens de prévention des différentes hépatites sont lesquels? Pouvez-vous, s'il vous plaît, épiloguer vraiment dessus? Il pourrait fortement nous aider. D'accord. Je vais revenir sur les moyens de prévention des différentes hépatites. Je pense que c'est très important. Mais avant, je voudrais poser la question à Kofi Ebodé de savoir si elle est vaccinée contre l'hépatite B au moins. La prévention des hépatites virales C repose essentiellement sur, comment ça s'appelle, la réduction du risque d'exposition au virus de l'hépatite C. Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Cependant, la prévention des hépatites virales B, quant à elle, repose sur la vaccination essentiellement. Et je l'ai dit, depuis la fin des années 1990, il existe un vaccin qui est efficace dans 90 à 95% des cas. Ce vaccin-là est disponible sous forme monovalente, c'est-à-dire pour les personnes, les adultes à risque et les nouveau-nés de mères positives à l'hépatite B, également en association avec d'autres vaccins au Cameroun dans le cadre du programme élargi de vaccination. Maintenant, concernant la prévention des hépatites toxiques, c'est essentiellement les mesures hygiéno-diététiques. C'est protéger tout court.
J'arrive plus à entendre. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'est bon, la connexion. Je pense que c'était de ton côté. D'accord. Donc, la question suivante, c'était, elle venait de jouer les à qui aimerait savoir, étant asymptomatique, est-ce qu'il ne risque rien sur la durée? Joël Abba, merci pour la question. Déjà, il faudrait savoir que le passage à la chronicité dans les hépatites B, surtout parce que c'est la plus dangereuse, est inversement proportionnel à l'âge. Ça veut dire que plus on attrape l'hépatite jeune, plus le risque d'évoluer vers une cirrhose, une cirrhose ou un cancer du foie est élevé. Ça veut dire que plus on dépiste la maladie tôt, plus on adapte une prise en charge adéquate et donc on réduit facilement la charge virale. C'est pour ça qu'il est important de faire un dépistage. D'accord, merci. Donc, la question suivante nous vient de Kelly Pouna qui aimerait savoir si le vaccin concerne toutes les hépatites. Je l'ai dit et je le redirai encore. L'hépatite B, oui, est la plus dangereuse. L'hépatite B, oui, on peut la prévenir. L'hépatite B, oui, a un vaccin. L'hépatite B se prévient grâce à un vaccin que vous trouverez au Centre Pasteur pour ceux qui sont à Yaoundé ou à Douala et dans d'autres villes. Mais la condition pour être vacciné et se faire vacciner contre l'hépatite B, c'est d'avoir un résultat négatif. Parce qu'on ne vaccine pas quelqu'un qui a déjà une hépatite B. L'hépatite C, quant à elle, jusqu'à ce jour, on n'a pas de vaccin. Alors la prévention de l'hépatite C passe par la réduction du risque d'exposition au virus. Étant donné que le virus se transmet par le sang et plus rarement par de la mère à l'enfant, on va donc employer toutes les mesures qui nous empêchent d'être en contact direct avec le sang d'une tierce personne infectée, à savoir les rapports sexuels, les transfusions sanguines, plusieurs partenaires, l'utilisation commune de matériel piquant et coupant. Merci beaucoup, docteur. Alors, on va prendre la question suivante qui nous vient d'Antoine Boyokino. Je voudrais savoir si lors d'un rapport sexuel non protégé, un individu peut contracter une hépatite et éventuellement le VIH en même temps si son partenaire est positif. Je pense qu'on en a parlé déjà. Merci encore pour la question. L'hépatite, les hépatites B et C se transmettent aisément lors des rapports sexuels non protégés. L'hépatite B et l'hépatite C se transmettent par contact d'une muqueuse avec du sang infecté. Alors, lors des rapports sexuels, vous avez des frictions entre les muqueuses. Alors, vous avez un risque important de contracter la maladie. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Franck Bass. Alors, Franck Bass, pour votre question, en fait, votre question regroupe tout notre topo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va laisser cette vidéo sera enregistrée sur mon profil et vous pourrez la revisionner après et poser les questions en bas. Mais déjà, par rapport au type d'hépatite, on a dit qu'il existait deux types. Deux grands types, les hépatites infectieuses et les hépatites non infectieuses. Dans les hépatites infectieuses, on a parlé des virus, des hépatites liées au virus A, B, C, D, E. Et les hépatites non infectieuses, nous avons parlé des médicaments. Par exemple, si vous prenez du paracétamol qui est hépatotoxique à des doses très très grandes sur le long terme, ça peut vous donner une hépatite toxique.
et également la prise d'alcool sur long terme. Et évidemment, il y a également les produits de la pharmacopée traditionnelle qui, pris de façon non contrôlée, peuvent vous donner cela. Par rapport aux méthodes de prévention, et tout, nous avons longtemps parlé de ça. Donc, vous allez essayer de regarder la vidéo après. Si vous avez des questions, vous laissez en commentaire, on va répondre plus tard. Alors, la question suivante nous vient de Valence Foga. Combien de rappels des vaccins sont nécessaires pour être entièrement immunisé contre l'hépatite B? Merci pour la question. Moi, je suis vaccinée contre l'hépatite B depuis 2010. À l'époque, c'était 3 doses à prendre sur 10 mois, je crois. Aujourd'hui, on est passé à 4 doses et il n'y a pas de rappel après. Merci, Doc. La question suivante, elle est toujours de Valine Sloga. S'il vous plaît, existe-t-il des plantes efficaces contre les hépatites infectieuses? Merci beaucoup pour la question, mais la première chose à éviter justement, lorsqu'on a une hépatite, qu'elle soit infectieuse ou non, c'est les plantes médicinales, c'est la pharmacopée traditionnelle, parce que on n'a pas la notion de dosage et de posologie. En réalité, les plantes traditionnelles, on nous dit qu'il faut boire un verre par jour, un verre matin, un verre qui contient quelle quantité. Dans ce verre-là, il peut avoir beaucoup plus de substances qui vont davantage aller détruire le foie. Je ne suis pas contre les plantes traditionnelles, hein, je n'en suis pas contre, mais on a un problème de dosage et de posologie. Merci, Doc. Donc, les plantes traditionnelles sont à éviter, vraiment à éviter lorsqu'on a une atteinte hépatique. Merci, Doc. La dernière question de Valence Foga, c'est quelle est la particularité des virus de l'hépatite C qui fait qu'on ne puisse pas développer un vaccin? N'est-il pas de la même famille que le virus de l'hépatite B? Les virus des hépatites B et C sont différents. Le virus de l'hépatite B, par exemple, c'est un virus à ADN bicaténaire, c'est-à-dire à 2 brins. Le virus de l'hépatite C, quant à lui, c'est un virus à ARN monocaténaire, c'est-à-dire un seul brin. Il est un peu comme le virus de l'immunodéficience humaine. Il est difficile de faire des vaccins pour des virus à ARN. Ils sont au laboratoire et ils nous en diront davantage dans quelques années. Merci beaucoup pour cette réponse, Doc. La question suivante nous vient d'Arnaud Jules Domba. Pendant combien de temps puis-je être asymptomatique si jamais la maladie n'est pas manifestée? D'accord. Déjà, quand on dit asymptomatique, ça veut dire effectivement que la maladie ne se manifeste pas. Lorsqu'on dit que l'hépatite est une infection asymptomatique, ça veut dire que le patient ne présente aucun symptôme, comme je vous l'ai dit, dans 70% des cas. L'apparition, le développement des symptômes et le déclenchement de la maladie, c'est au cas par cas. Ça dépend de la réaction et du système immunitaire de tout un chacun. On peut tous les deux avoir une hépatite B ou C. Moi, je la développe à, je dis ça, je dis rien, 6 mois. Et toi, tu la gardes 20 ans, tu vas la développer à la 21e année. C'est organisme dépendant, c'est système immunitaire dépendant. Merci beaucoup, Doc. La question suivante vient de Kofi Ebode. Le traitement des hépatites est-il à la portée de toutes les bourses au Cameroun? J'avoue que je redoutais cette question parce que justement, j'ai travaillé sur les raisons d'abandon du traitement des hépatites chroniques. Nous sommes dans un pays pauvre, dans un pays sous-développé. Le ministère de la Santé publique a quand même fait beaucoup d'efforts
pour subventionner le traitement des hépatites B et C après les conventions signées avec les laboratoires Hoffmann-La Roche et Gilead. Le traitement des hépatites B est passé pour l'interféron pegylé de 150 000 à 50 000 francs l'ampoule. Le Pegasus, c'est une ampoule à prendre toutes les semaines pendant à peu près 52 semaines. Donc, on a 50 000 par semaine pendant 52 semaines. Ou alors les analogues nucléotides, des antiviraux directs, des analogues nucléotidiques tels que le tenofovir. Le tenofovir coûte, lorsqu'il est subventionné, 2 000 francs la boîte. Et lorsqu'il n'est pas subventionné, on est quand même à plus de 15 000 francs la boîte de 30 comprimés. C'est déjà beaucoup d'efforts, mais notre doléance encore au ministère de la Santé publique, c'est de subventionner davantage. Merci, docteur, pour vos réponses assez précises. On aurait dit que vous êtes gastro-entérologue. Merci beaucoup. La question suivante nous vient de Kelly Pouna qui aimerait savoir s'il est nécessaire de faire un scanner du foie avant de prendre le vaccin. Merci Kelly pour la question, mais vous n'avez pas besoin d'un scanner pour prendre de vaccin parce que déjà, on ne vaccine que les personnes qui sont négatives. Lorsque vous avez une hépatite B positive, c'est une contre-indication au vaccin. Si vous avez une hépatite B, vous ne pouvez pas être vacciné. Si on vous demande un scanner du foie, c'est parce qu'on pense qu'il y a un processus déjà dans ce foie-là. Merci, donc. La question suivante nous vient de Ketia qui demande: n'existe-t-il pas des temps d'incubation connus au bout desquels les symptômes commencent? Merci Ketia pour la question. L'incubation, si ma mémoire ne me joue pas mauvais tour, l'incubation, c'est la période comprise entre la contraction du germe et le début de la maladie. Je vais avouer que c'est un peu très long dans ma mémoire, mais je pense que pour l'hépatite C, l'incubation, c'est 6 semaines. Pour l'hépatite B, j'ai peur de dire une bêtise, donc. Merci. La question suivante vient de Gabriel. Quelles sont les manifestations et les modes de contamination des différentes hépatites là? Là, vous me demandez de faire tout le topo une fois de plus. On va laisser la vidéo sur le profil. Vous êtes retardataire, c'est normal, ça se comprend, vous avez vos obligations. Mais vous pouvez revisiter la vidéo et vous allez avoir toutes les réponses que vous voulez. Si la vidéo ne vous satisfait pas, vous mentionnez les questions en commentaire et on reviendra dessus pour répondre en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc, je pense que là, il n'y a plus de questions. Si vous avez des questions plus tard, comme je le disais, vous les laissez en commentaire. On va revenir dessus pour répondre. Je tiens à remercier le docteur Claude Roxane parce que la présentation était tellement brillante et tellement pointilleuse. Moi, je suis agréablement surpris parce que je sais, en tant que médecin généraliste, on n'a pas souvent toutes les capacités pour répondre à ces questions, mais on voit très bien qu'elle a maîtrisé son sujet. Elle a peut-être un mot de fin, elle va le donner. On espère qu'elle reviendra très prochainement. Docteur, la parole. Oh là là. Déjà, merci beaucoup encore à vous de nous avoir suivis. Les hépatites, c'est un sujet dans lequel je me sens très à l'aise. Je voudrais encourager tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui ne sont pas vaccinés à se faire dépister et à se faire vacciner parce que l'hépatite B, c'est un problème qu'on vise à éradiquer dans le monde entier. Donc, je vous prie à tout un chacun de vous faire dépister, de vous faire vacciner. Je ne saurais terminer sans dire merci à notre maître, le professeur Biolesida,
pour l'amour qu'il me fait développer pour la gastro-entérologie. Merci. Donc, un petit mot sur les prix des vaccins, s'il te plaît. Je ne connais pas, je préfère dire que je ne connais pas les prix. D'accord. Je ne connais pas là. Je sais où on se vaccine. À Yaoundé et à Douala, vous avez le centre Pasteur. À l'extrême nord aussi, vous avez le centre Pasteur. Mais je ne connais pas les prix des vaccins. D'accord. Les prix pourront éventuellement être mentionnés en commentaire après pour que les... Je vous promets à moins de chercher les prix et je vous les donne dans tout au plus 48 heures. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on va rendre le live et merci une fois de plus, docteur, pour la présentation. Merci à vous d'avoir assisté, d'avoir participé, d'avoir partagé. On se dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup.